Gollnisch. Bonjour. La semaine passée en France, le personnel des EHPAD, des maisons de retraite, s'est mis en grève. Vous vous êtes associé à ce mouvement. Quelle a été la position de votre mouvement ou peut-être votre position personnelle sur le sujet des maisons de retraite? Oui, je crois que la façon dont on traite les anciens, c'est un signe très sûr de degré de civilisation. Je me souviens en particulier quand il y a eu cette discussion sur le point de savoir s'il y avait des civilisations qui étaient supérieures à d'autres. J'avais été interviewé par Canal+. Et j'avais dit oui, dans certains domaines, telle civilisation est supérieure à une autre. J'avais dit que l'orchestre symphonique était supérieur au tam-tam, mais qu'en revanche, la façon dont les Africains traitaient leurs anciens était très supérieure à la nôtre, car ils les traitaient avec respect et dignité. Bien évidemment, les journalistes de cette télévision partiale ont coupé pour ne garder que la première phrase. Sur les tam-tams. Voilà, sur les tam-tams, afin de faire croire que je méprisais les Africains. Il faut plus d'argent pour nos aînés, plus de moyens, plus de solidarité nationale. Sans aucun doute, mais le problème c'est que chacun sait très bien les caisses de l'État sont vides. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait dans notre pays un autre mode d'habitat, un autre mode de vie. On concentre abusivement la population dans la région parisienne, dans des appartements qui sont de plus en plus chers. Ou dans les grandes métropoles. La gentrification est une des raisons de... Dans les grandes métropoles, l'augmentation du prix du foncier est considérable. Des jeunes ménages s'endettent à vie pour payer un appartement de taille très modeste et par conséquent n'ont pas la possibilité, évidemment, de cohabiter avec les générations précédentes, alors que c'était souvent le cas en milieu rural, par exemple. Voilà une chose à laquelle il faudrait réfléchir. Le 6 février, date à laquelle nous enregistrons, est une date anniversaire, les 20 ans de la mort du préfet, de l'assassinat du préfet Claude Érignac en Corse. Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui sur l'île. Vous êtes élu vous-même de la circonscription sud-est qui comprend la Corse. Oui. Quelle est votre vision sur la situation corse aujourd'hui? Le 6 février n'est pas seulement pour nous l'anniversaire de la mort du préfet Érignac. Je pense à ce verset du célèbre poème de Fresne, je pense à vous ce soir, aux morts de février. Mais en ce qui concerne la Corse, je voudrais dire très clairement que je conserve avec émotion le souvenir de mes amis politiques. Je pense à Pascal Arrighi, avec lequel j'étais député, ancien conseiller d'État. Je pense à Jean-Baptiste Biaggi, qui était un avocat éminent, un grand combattant lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui était à la fois un Corse parfaitement enraciné et un patriote français intransigeant. C'est cela que je veux retenir de l'image de la Corse. Entre la Corse et la France, c'est une histoire d'amour. S'il y a le désamour, ça ne tiendra pas, bien évidemment. Mais je voudrais qu'on réfléchisse aussi à toutes les conséquences. Je vois qu'on demande, par exemple, M. Simeoni demande l'autonomie pour la Corse. Mais il me semble qu'il y a déjà une autonomie qui est très réelle. Il y a un régime fiscal qui est particulier. Il y a un nouveau statut qui vient d'être adopté, la fusion des deux départements, une assemblée unique. Je pense qu'il faut faire l'expérience de ce statut avant d'aller plus loin. La langue corse, soit, je ne suis absolument pas méprisant pour cette langue qui est une langue latine, mais ça n'est pas lui faire injure que de dire que ça n'est pas une langue de communication internationale. Ce serait par conséquent mutiler gravement les Corses, comme on a mutilé gravement les Catalans, en prétendant les priver d'un enseignement du castillan, qui est une langue qui est répandue sur tous les continents. Eh bien, ce serait pareil si en Corse, le Corse prenait la place du français, qui depuis l'édit de Villers-Cotterêts, si ma mémoire est bonne, est le ciment de l'unité nationale. Il faut bien voir aussi que ces revendications autonomistes, indépendantistes, etc., elles ne sont fortes que de la faiblesse de l'État français. Et en particulier, une chose que personne ne dit parce que c'est un véritable tabou, c'est qu'à la base de ces revendications, il y a notamment
le refus par les Corses de l'immigration massive d'origine africaine qu'ils subissent. Et qu'ils subissent à cause du laxisme des lois nationales et de la politique nationale. Et c'est par conséquent ceci qui a conduit, ce n'est pas le seul fait, mais ça a conduit bien sûr à les pousser à revendiquer leur identité. En ce qui concerne les prisonniers que l'on dit politiques, ils ne sont pas tous politiques, il y a eu des actes mafieux, criminels, etc., qu'ils puissent être rapprochés de leur famille, je dirais pourquoi pas si c'est la règle générale, qu'elle s'applique à eux, mais ça suppose aussi que soient définitivement finis les actes de violence. Si évidemment on les rapproche de leur famille en Corse, mais si c'est pour faire ensuite sauter les prisons ou mitrailler les gardiens, ça n'aurait naturellement aucun sens et on comprend très bien les mesures de sécurité qui ont pu les entourer. En un mot commençant, la Corse a peut-être des créances envers la France, mais la France en a aussi quelques-unes à l'égard de la Corse. Je pense que le continent, comme l'on dit, le continent est un terrain d'activité, d'expansion pour de nombreux Corses qui n'auraient peut-être pas trouvé dans l'étroitesse de l'île à satisfaire des vocations d'hommes politiques, de fonctionnaires, souvent de très hauts fonctionnaires d'ailleurs, ou autres qu'ils ont pu trouver sur le continent, évidemment à commencer par le plus illustre des Corses, à savoir Napoléon. C'est une banalité. Si la Corse se séparait du reste de la France, ce serait absolument dramatique. Ça voudrait dire par exemple qu'il faudrait considérer les Corses qui sont ici comme des étrangers. Ça voudrait dire que ce serait à l'État corse d'assumer, par exemple, le service des pensions et des retraites des Corses qui ont fait carrière sur le continent. On pourra creuser ce sujet de manière peut-être plus approfondie à l'occasion peut-être d'ailleurs d'une émission plus particulière sur notamment les identités charnelles. Mais simplement les Alsaciens aujourd'hui réclament également un statut particulier. Vous avez peut-être vu ces derniers jours les revendications, notamment de la réunification des deux départements en un seul. Là aussi, il faudrait accéder, réfléchir à une modification du statut de l'Alsace. Là aussi, c'est la conséquence des bêtises des gouvernements qui nous ont précédés, parce que cette fusion des deux départements, elle avait été proposée par référendum aux Alsaciens et ils l'avaient refusée. Mais ce que je comprends très bien, ce que veulent les Alsaciens, et ça c'est tout à fait légitime, c'est à récupérer leur propre région. Il y avait auparavant une région Alsace, et il est bien évident que là, ils sont noyés dans ce Grand Est qui ne tient aucun compte de leurs particularités propres. Cette région Grand Est n'a aucun sens. Liée à la Bourgogne, elle va des Ardennes jusqu'à la Bresse, elle va de Troyes en Champagne jusqu'à Colmar. Les Alsaciens, dans ce qu'il y a de légitime, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur région. Je serais tenté de dire leur province, car personnellement, je suis partisan du fait que la France soit réorganisée. C'est une opinion personnelle qui n'est pas la doctrine du Front National, mais en une trentaine de régions correspondant peu ou prou à nos anciennes provinces. Il y a des régions il y avait des régions qui étaient trop petites, il y en avait qui étaient trop grandes, comme Rhône-Alpes, dont j'ai été l'élu, mais qui n'avait pas de personnalité propre. Il y a une région Dauphiné, il y a une région Savoie, et puis il y a une région rhodanienne, en quelque sorte. Ce sont trois choses différentes. Alors un chiffre est tombé, en 40 ans, la France a perdu 2/3 de ses maternités. Vous parlez souvent de la crise de la natalité, du problème du renouvellement du peuple français. Oui. C'est un chiffre pour vous qui s'analyse comment? Est-ce qu'il y a moins de naissances, donc moins de maternités, ou est-ce que la fermeture des maternités donne un syndrome qui est celui d'une natalité basse? Il y a les deux, ce sont des processus cumulatifs, bien évidemment. Et je vois dans cette instance où l'on ne cesse de nous seriner que l'immigration, c'est très bien parce que l'immigration compense le déficit des naissances. Oui, mais si les Français ont renoncé à faire des enfants et s'ils choisissent d'inviter d'autres peuples pour transmettre la vie chez eux, eh bien, ils ont renoncé à vivre en tant que pays souverain.
qui est un certain nombre d'étrangers qui viennent et qui s'adaptent, qui se fondent dans la communauté nationale, qui ont travaillé, aimé, souffert, quelquefois servi sous les drapeaux de la France. Ça, c'est une chose qui a toujours existé, c'est un fait. Mais là, ce déficit démographique constitue un appel d'air, car la nature a horreur du vide, et lié à la politique d'immigration massive, eh bien, il prépare le remplacement des populations. C'est-à-dire, comme M. Dupont-Aignan, vous croyez qu'il y a un vrai changement, qu'il y a un changement de population, qu'il y a un grand changement? Oui. M. Dupont-Aignan est au tribunal, convoqué au tribunal pour un tweet sur le sujet. C'est absolument incroyable. C'est complotiste comme théorie. Je ne sais pas si c'est complotiste, mais en tout cas, je crois l'auteur, en l'occurrence de la traduction de Nicolas Dupont-Aignan, devant le tribunal correctionnel, c'est un procureur. Je pense que ce parquetier abuse totalement de ses pouvoirs. Et contrairement à tous les gens qui sont absolument béats devant la justice française, je dis que le législateur a eu grand tort de confier à la justice française une espèce de police de la pensée, de police de l'expression, qui déborde beaucoup du cadre de la loi légitime et séculaire de 1881 sur la presse, laquelle ne concevait que deux infractions à la liberté d'expression, qui étaient l'injure et la diffamation. En dehors de l'injure et de la diffamation, les magistrats, et surtout les magistrats du parquet, n'ont pas à s'ériger en juge de la conformité du discours politique à leur propre vision prétendue humaniste ou autre. C'est une dictature morale tout à fait insupportable. Là où la parole est libre, comme en Italie par exemple, ça n'empêche pas les tensions communautaires. Cette semaine, à Macerata, une petite bourgade tranquille italienne, un sympathisant d'extrême droite a tiré sur 6 Africains, les blessant à l'arme à feu. Et pourtant, la parole est libérée. Vous croyez, comme le monsieur Salvini, J'ai pas dit que la parole libérée, ça ne suffirait pas à ramener la paix sociale, sans doute. Mais la parole opprimée, c'est pire que tout. En ce qui concerne ce crime de Macerata, car c'est un crime, c'est sûr. Ce qui m'a frappé, parce qu'il a été évoqué en long, en large, en travers, dans la presse italienne, dans la presse ici, on veut en faire une affaire nationale en quelque sorte, et ça a été évoqué ici également. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle simplement d'Africains innocents qui ont été tirés presque à bout portant par un Italien. Ce qu'on oublie de dire, et qui ne justifie bien sûr pas le crime qui a été commis par cet Italien, c'est que celui-ci avait surréagi, avait, comme on dit familièrement, pété les plombs au meurtre, à l'assassinat abominable d'une jeune fille italienne de 18 ans qui avait été violée, tuée, dépecée par un immigrant africain illégal se trouve en tête de surcroît, déjà condamné pour trafic de drogue. Et évidemment, dans la même commune, ça c'est oui, dans la même commune, à Macerata. Bon, alors ça ne justifie pas que un kidam prétende faire justice à lui-même. Ça ne justifie pas d'ailleurs qu'on exerce des représailles sur des gens qui a priori sont des innocents et qui n'avaient rien à voir avec l'atroce fait divers en question, mais ça peut expliquer quand même une certaine émotion de l'opinion publique. Et il est certain que les premiers responsables de ces tensions ethniques, c'est là encore l'État italien, ses faiblesses et ses carences, encore que les faiblesses et les carences de l'État italien sont malgré tout moins importantes que les nôtres propres. Alors en France, et c'est le cas de Salah Abdeslam, qui anime un petit peu l'actualité en ce moment. Salah Abdeslam, le dernier auteur survivant des attentats des terrasses du Bataclan en novembre 2015 à Paris, est jugé en Belgique pour des faits qui ont suivi lors de notamment la recherche qui était faite sur son cas
et donc des faits qui ont suivi les attentats, mais cherché pour tentative de meurtre. Oui, parce que lors de son arrestation, il a tiré sur des policiers. Bon, il est complice de toute cette bande d'abominables assassins. Il garde le silence. Alors pour vous, en fait, comment doit se prononcer la justice quand dans la justice un accusé a le droit de parler. S'il ne veut pas parler, ça le regarde. Ça ne doit pas évidemment empêcher la justice de passer. Il apparaît d'évidence que cet homme a été le complice d'assassinats abominables et il doit en payer le prix. Et le prix, au minimum, c'est qu'il reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais voilà, là encore, c'est un homme qui n'aurait jamais dû se trouver sur le territoire de la France, sur le territoire de la Belgique, et ont une part de responsabilité, ceux qui l'ont laissé y venir, et qui l'ont laissé commettre même un certain nombre de méfaits avant les terribles assassinats dont il a été le complice. Vous êtes habitué des procédures et des menaces dans ce Parlement européen. Un de vos collègues, vice-président du Parlement européen, un Polonais, M. Czarnecki, va, semble-t-il, être destitué de sa vice-présidence dans les jours qui viennent pour un propos à l'égard d'une de ses collègues polonaises qu'il aurait traité de malfrat, en référence un petit peu avec, je crois, un terme polonais, malfrat collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui extorquait notamment les Juifs. Vous trouvez que ce qu'a dit votre collègue mérite peut-être, ce dérapage mérite la sanction qui sera infligée? M. Czarnecki, qui est un homme tout à fait charmant, qui est, je crois, un des vice-présidents, je crois qu'il est issu du groupe conservateur, c'est le PIS, qui en est une composante, à côté des conservateurs britanniques. Le PIS, parti polonais qui est à l'heure actuelle au pouvoir et qui, comme tel, est dans la ligne de mire, évidemment, de toute la gauche bien pensante, de tous les pseudo-libéraux, et même les démocrates prétendus chrétiens de cette Assemblée. Bon, la Pologne est constamment attaquée, simplement parce que les Polonais veulent rester polonais. Bien, il y a une polémique très vive, mais cette polémique a eu lieu en Pologne. Ça ne s'est pas passé au Parlement européen? Non, justement, les propos qui sont reprochés à M. Czarnecki n'ont pas été du tout tenus dans l'exercice de sa vice-présidence. Ils l'ont opposé à la comtesse Rosa von Thun und Hohenstein, qui est en fait une Polonaise qui a épousé un Allemand, ce qui est son droit, qui est également députée. Cette Polonaise, elle se situe dans le camp adverse. Elle ne se prive pas d'ailleurs d'injurier copieusement ses collègues du PIS, je crois même qu'elle les a traités d'ordures à un moment. Et Czarnecki a dit que oui, pendant la guerre, il y avait des collabos, il a utilisé un mot d'argot polonais qui équivaut à peu près à cela. Bon, et qu'aujourd'hui, il y a les collabos de la Commission européenne, etc. C'est un propos sans doute excessif, mais c'est dans le cadre d'une polémique interne. C'est pas du tout dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de vice-président, ici en hémicycle, où il a été toujours d'une parfaite courtoisie à l'égard de tous les intervenants, quels que fussent par ailleurs leurs appartenances politiques. Par conséquent, il n'y a aucune raison de le destituer. D'autant plus que cette affaire de prétendue injurieuse en Pologne n'a pas été jugée. Elle aurait pu donner lieu à une plainte en diffamation. En Pologne En Pologne. À ce moment-là, le Parlement se serait prononcé sur l'immunité de M. Czarnecki. C'est une chose. Mais le fait qu'on utilise cet incident pour destituer un vice-président, ce qui sera sans doute le cas, à la demande des socialistes, des communistes, des libéraux, des démocrates chrétiens, eh bien c'est tout à fait scandaleux. Et ça montre que ce Parlement est de moins en moins respectueux des droits de la minorité. Alors j'entendais le président Tajani dire oui, mais c'est la démocratie, parce que après tout, s'il y a une majorité pour déchoir de sa vice-présidence. Pour déchoir M. Czarnecki de sa vice-présidente, eh bien c'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est pas simplement le règne de la majorité. La majorité
majorité n'a aucune légitimité pour restreindre les droits de la minorité. Sinon, il n'y a qu'à dire, bon, écoutez, il y a une majorité dans ce Parlement, voilà, la majorité n'a qu'à désigner 4 ou 5 personnes qui joueront au bridge et qui feront absolument ce qu'elles voudront, et puis l'opposition, qui n'a plus aucun droit, va rentrer chez elle. Voilà, ce n'est pas ma conception, évidemment, de la vie parlementaire. Un hommage a été rendu au début de la séance à votre collègue Édouard Ferrand, décédé la semaine dernière. Oui. Je crois qu'il est enterré demain et vous serez nombreux. Oui, nous serons nombreux à assister à ces obsèques et nos bancs resteront vides avec nos petits drapeaux français portant un crêpe noir. Je veux dire, le président du Parlement, Tajani, a été correct dans l'hommage qu'il a rendu à Édouard, qui était un garçon extrêmement cultivé, qui avait fait des études d'histoire, des études de droit, des études d'histoire qu'il avait commencé notamment à l'université de Lyon, qui a été un militant de la cause nationale depuis très longtemps. Il a exercé des responsabilités dans Lyon, dont il était originaire. Et c'était un très joyeux convive, mais aussi un garçon distingué, de grande culture, et qui a été d'une très grande discrétion sur sa terrible maladie, le cancer du pancréas, qu'il a supporté avec beaucoup de courage, avec beaucoup de constance. Il disparaît à 52 ans, laissant 5 enfants, dont certains sont encore très jeunes. Et nous pensons tous beaucoup, et nous irons témoigner évidemment notre sympathie à son épouse et à toute sa famille. Il restera longtemps dans nos cœurs. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt. Merci.